et bienvenue sur la chaîne Tout est possible par et avec le potentiel humain. Et j'ai le plaisir de lancer la galerie des entrepreneurs inspirants, engagés et militants qui métamorphosent les métiers dans lesquels ils se trouvent et qui métamorphosent aussi leur entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Guillaume Desnaux. Guillaume Desnaux est un entrepreneur engagé, militant, une personne inspirante. Il a créé une première société, Alvarom, puis en 2016, avec deux amis, il a créé Allons-Vie. Allons-Vie est une société humaniste et Guillaume va nous raconter qu'est-ce qui l'inspire quand il entreprend, qu'est-ce qui le motive, car il ne souhaite pas entreprendre pour entreprendre. Allons à la découverte de Guillaume et d'Allons-Vie. Alors bonjour Guillaume, merci d'avoir accepté cette interview, d'être la première personne pour le lancement de la chaîne YouTube Tout est possible par et avec le potentiel humain. Et là, vous allez nous montrer comment tout le potentiel humain jaillit quand vous travaillez. Un très très grand merci. Alors Guillaume, nous avons pris le parti pris avec Agnès Béraud qui va co-animer la chaîne avec moi, de demander à l'interviewé de se présenter sous la forme d'un portrait chinois. Alors mon cher Guillaume, vous seriez qui ou quoi si vous étiez un portrait chinois? Je serais un skipper du Vendée Globe. Voilà. C'est d'actualité et parce que Wow. je pense qu'il m'inspire beaucoup. Et finalement, quelle est la citation qui vous définirait le mieux? Voilà, une citation que j'aime beaucoup, c'est la citation de Bernanos, l'espérance, c'est un risque à courir. Voilà, je pense Ah, qu'elle on est en ce moment et il faut de l'espoir, de l'espérance. Et j'aime bien l'idée que c'est un risque à courir parce je pense qu'il faut se mettre un peu en risque au service voilà, de l'espoir, du futur, de ce qu'on a à construire devant nous. hmm, très belle citation. Quelle est la suggestion que vous pourriez faire sur le thème de tout est possible par et avec le potentiel humain? Alors, je suis un peu monomaniaque parce que j'ai déjà parlé du Vendée Globe, mais je pense qu'il y a vraiment des très belles choses qui se sont exprimées sur le dernier Vendée Globe qui vient d'arriver, sur la question du potentiel humain. Parce que finalement, on a vu des sportifs ultra préparés qui avaient coché toutes les cases de la préparation, aussi bien au niveau physique, mental, technologique, qui se sont retrouvés challengés par un marin de 61 ans, un marin avec un handicap, avec une main en moins, qui sont arrivés quasiment en même temps qu'eux. Et finalement, ça montre que sur un challenge aussi impressionnant et complet, finalement, on ne peut pas objectiver tout ce qu'il faut mettre pour y arriver, que finalement, des personnes qui, sur le papier, ne cochaient pas toutes les cases de la perfection optimale sont allées chercher des choses sans doute qu'on sous-estimait, qu'on ignorait, qui leur ont permis de faire voilà, aussi bien et que les autres. Et donc, je trouve ça, que c'est un message assez bluffant parce que finalement, dans nos vies, à tous les niveaux, on peut faire plein de choses, quel que soit son âge. Le fait qu'on ait ou pas des fragilités, des handicaps, voilà, ne doit pas être des barrières. Et donc, je trouvais que c'est un très beau message sur le potentiel humain. Ouais, je trouve aussi, et ça montre que la diversité finalement des potentialités de l'être humain à l'intérieur de lui, eh bien, est source de créativité et source de puissance. Oui, tout à fait, complètement en phase avec vous. Alors, Guillaume, quel est le thème qu'il serait intéressant d'aborder, d'explorer, d'exploiter dans le cadre du développement du potentiel humain dans l'entreprise? Comment rendre l'entreprise, faire cette métamorphose humaniste de l'entreprise par le potentiel humain? Bien, un thème, alors c'est celui dont on va parler peut-être, mais le prendre soin de manière générale, le care me semble être quelque chose qui est en lien avec cette idée du potentiel humain, c'est-à-dire comment on développe chacun son potentiel en prenant soin les uns des autres et comment ça devient peut-être un objectif en soi des organisations qu'on construit que de prendre soin, créer du lien, voilà, mettre tout le monde dans les meilleures conditions d'exprimer effectivement son potentiel dans toute sa diversité. Donc voilà, je le raccroche à ce thème du care. Mm. C'est très bien, prendre soin.
Alors, nous allons parler maintenant d'Alenvie. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Guillaume, de créer une entreprise dans ce secteur? Alors, bien en 2015, donc moi j'avais déjà créé une première entreprise donc, dans la collecte de fonds, comme vous l'avez dit. C'est vrai que voilà, moi, entreprendre pour entreprendre, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. C'est vraiment entreprendre pour essayer d'apporter une réponse à un problème social, sociétal. Ça a toujours été, je pense, ma motivation. Dans le secteur caritatif, c'était très intéressant ce qu'on avait fait, mais à un moment donné, je n'avais pas senti que ça allait prendre une ampleur très importante, parce que je n'ai pas senti une vague de transformation sur ce secteur qui fait que l'innovation est amenée à prendre voilà, une tournure, un impact important. Donc j'avais un peu voilà, cette idée de dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres secteurs où quand où les enjeux sont tels que si on apporte le début d'une solution, bah, ça peut prendre une ampleur énorme. Donc ça, c'était un constat que j'avais fait de ma première aventure. Ensuite, personnellement, dans ma belle famille, il y avait des personnes âgées accompagnées, donc j'ai vu un peu la difficulté auxquelles étaient confrontés les aidants familiaux qui avaient du mal à se reposer, à trouver les bonnes personnes pour les accompagner. Voilà, c'est au départ, moi, le constat que j'ai fait. Et puis, Thibaut et Clément, donc, qui étaient deux amis d'école, eux avaient travaillé dans des grands groupes, avaient été formés aux méthodes de management nouvelles par leur grand groupe, Sodexo, Leroy Merlin, Mmh. sans toujours, parce qu'il y avait un historique, pouvoir les pratiquer comme ils le souhaitaient d'ailleurs. Et donc, ils avaient, et aussi, eux, des expériences qui les rendaient très sensibles à la vulnérabilité, à la perte d'autonomie. Et donc, tous les trois, on s'est mis à réfléchir, à se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans ce secteur? Et puis, en fait, on a rencontré tout de suite beaucoup d'auxiliaires de vie, parce on s'est vite forgé le constat que dans ce secteur, on disait qu'on voulait favoriser le bien vieillir, mais que finalement, ça n'intéressait pas beaucoup aux 500 000 personnes qui font le job, qui accompagnent les personnes âgées, et qui avait vraiment un nœud qui bloquait beaucoup de choses dans ce secteur, qui était le manque de valorisation des professionnels. Et donc, ça nous a tout de suite beaucoup intéressés de se dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas une innovation à apporter pour résoudre ce problème de manque de valorisation des professionnels? Donc, c'est vraiment ça notre point de départ. Et puis après, il y a eu quand même une grosse inspiration qui a été de Buurtzorg aux Pays-Bas, donc qui est une organisation qui a révolutionné le soin infirmier à domicile aux Pays-Bas grâce à des équipes autonomes. Et donc, voilà, en croisant ça, on s'est dit, voilà, il y a des choses à faire. Et donc, c'est parti comme ça. Très bien. Alors, dites-nous quel est le défi d'Alenvie, que vous relevez à Alenvie? Bien, le défi, donc c'est un peu ce qu'on dit dans notre raison d'être, mais je vais l'expliquer plus en détail. Quand on dit humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide ou de soins, c'est vraiment répondre à, à notre constat qui est vraiment le manque de valorisation des professionnels. Parce que concrètement, dans ce secteur, vous avez 70% des auxiliaires de vie qui ont un temps partiel subi, vous avez des rémunérations très faibles, vous avez très peu de formation. Et puis, vous avez un mode d'organisation, finalement, qui est très pyramidal, très tayloriste. On a un peu développé le service à la personne comme des usines au début du XXe siècle. Donc, on a séparé les gens qui font les plannings de ceux qui exécutent. Et Mmh. en fait, c'est très mal vécu par les auxiliaires de vie qui sont sur le terrain, qui connaissent la réalité et qui ont parfois des injonctions de devoir faire exactement à la minute près une intervention, alors qu'en réalité, l'attente de la personne en face d'eux, elle ne se compte pas en minutes, c'est autre chose. Et donc, cette espèce de tension permanente entre la prescription d'en haut, tayloriste, et la pratique du métier qui ne peut pas être résumée à des listes de tâches à accomplir, crée une tension chez les professionnels. Et donc ça, Mmh. le défi d'Alenvie, c'est d'essayer de changer la manière dont ces métiers sont considérés, valorisés, donc derrière les cursus de formation et la pratique, évidemment, des métiers, qu'elle soit qui est une pratique avec une forte responsabilité. Donc concrètement, à l'envie, on s'adresse à ce sujet de deux manières. On a créé nous-mêmes un service d'aide à domicile, c'est la première chose qu'on a faite, qui fonctionne différemment des autres. Aujourd'hui, il y a 90 salariés, des auxiliaires d'envie. Et donc, les auxiliaires d'envie ont un cadre de travail stable avec un CDI au maximum à temps plein, une rémunération un peu supérieure au marché, Mmh. mais surtout une organisation en équipe autonome. Donc, les auxiliaires vont eux-mêmes ou elles-mêmes euh, décider qui ils recrutent dans leur équipe, gérer leur planning, gérer la relation avec les familles. Et ils ont un accompagnement par des coachs. On a remplacé le rôle de manager. Maintenant, les managers chez nous s'appellent des coachs et ils sont vraiment là pour aider les auxiliaires à prendre des décisions par eux-mêmes et non pas leur imposer des décisions d'en haut. Donc ça, c'est ce qu'on a fait voilà, à l'envie service d'aide à domicile. Et puis,
chemin faisant, on a développé une autre activité sous la marque Compagnie qui consiste à… C'est un organisme de formation parce qu'on s'est D'accord. rendu compte qu'il y avait très peu de formation sur la dimension humaine du métier, très paradoxalement. Donc, je dis souvent de manière un peu caricaturale, mais aujourd'hui, vous êtes cadre à la défense d'une grande boîte. Vous êtes biberonné de formation aux soft skills pour pas un jour casser votre ordinateur sur la tête de votre voisin. Par contre, vous êtes auxiliaire de vie, payé au SMIC, à temps partiel subi, dans les transports toute la journée, avec accompagner des gens qui ont des troubles cognitifs, des aidants familiaux, souvent à bout de nerfs, pour ne pas dire en burn-out. Eh bien, il y a zéro formation sur l'empathie, la communication, le feedback, la gestion des émotions dans votre cursus, aussi bien initial que formation continue. Donc ça nous paraît une aberration. Et donc, on a créé avec Compagnie des formations sur ces sujets de dimension humaine du métier. Et on forme aujourd'hui des centaines de professionnels, aussi bien évidemment chez Alenvie, mais dans des dizaines d'autres structures d'aide à domicile. Et ça nous… c'est très important parce que notre raison d'être, c'est pas, encore une fois, de faire une entreprise qui fonctionnerait mieux que les autres et puis de se gargariser en disant que notre entreprise marche mieux que les autres. C'est vraiment de faire changer l'ensemble du secteur. Et donc, la formation, c'est vraiment un moyen pour accompagner le secteur dans le changement. Par rapport à ce que vous dites, vous avez fait une exposition pour changer le regard sur le métier d'auxiliaire de vie. Racontez-nous. Oui, ça, c'est une initiative collective de l'entreprise, d'ailleurs avec les auxiliaires qui étaient très impliqués. C'est vrai que l'image qu'on peut avoir des métiers de cet accompagnement, souvent, quand on ne connaît pas, forcément, on se dit c'est très difficile, s'occuper des personnes âgées, etc. Et puis, on a une image assez misérabiliste, je dirais. On voit tout de suite le côté négatif quand on est extérieur et ça ne correspond pas forcément au vécu des auxiliaires. Évidemment, il y a plein de choses très difficiles, mais en même temps, il y a des moments gratifiants. L'idée, c'est d'illustrer un peu ça. Et puis avec des codes un peu nouveaux. Donc voilà, c'est des auxiliaires qui ont pris des photos. Et donc, c'est ces moments-là qu'elles ont voulu capter et puis qu'on a exposé effectivement chez Alenvie et à différents endroits. Voilà, c'est tout ce qu'on veut dire aussi quand on parle d'auxiliaire d'envie. C'est vraiment… il y a, je pense, quand on parle de changer la vision sur les métiers, changer la pratique du métier, le fait de mettre des images nouvelles, de mettre des mots nouveaux, parler Mmh, d'auxiliaire d'envie, tout à fait. voilà, nous, on n'aime pas trop les termes, par exemple, maintien à domicile, parce qu'en fait, maintenir quelqu'un à domicile, ça ne paraît pas très valorisant et il me semble que voilà, le projet de vie et d'envie doit être autre chose que se maintenir. Donc voilà, on essaye aussi de jouer sur les mots, parce que après, ça ne veut pas dire que tous ceux qui les emploient ont des mauvaises intentions du tout, mais essayer de changer les mots, c'est une manière aussi de changer le regard, voilà, de faire évoluer un peu aussi la pratique, la perception, de verbaliser les choses, c'est Mmh. intéressant. Et changer les mots, ça fait quand même un impact sur la représentation. Ça fait faire le pas de côté pour voir les choses différemment quand même. Exactement. Alors, le 18 juin 2019, Guillaume, le collectif Humain d'abord a présenté l'indice d'alignement humain devant une assemblée composée de professionnels du secteur, des fédérations, des institutionnels, des sociologues, de l'innovation sociale. Euh, Parlez-nous de ce collectif, l'Humain d'abord. Alors, le collectif Humain d'abord, en fait, c'est une histoire assez simple. C'est-à-dire que nous, pour créer Alenvie, on s'est inspiré de Buurtzorg aux Pays-Bas. Donc, on a été chez Buurtzorg. Et chez Buurtzorg, on a rencontré d'autres Français qui avaient des structures d'aide à domicile. Donc, eux étaient en train de transformer leur structure d'aide à domicile en s'inspirant aussi de Buurtzorg. Et donc, on a d'abord échangé entre pairs de manière totalement informelle, donc sans aucune structure ni arrière-pensée pendant 1 ou 2 ans. Et puis, à un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, ça intéressait d'autres gens qui n'étaient pas encore dans la démarche de transformation de leur organisation. Et on a commencé à créer des parcours qu'on appelle d'acculturation pour des dirigeants de structures d'aide à domicile. Il faut savoir qu'il y a 6000 structures associatives ou privées lucratives d'aide à domicile en France. Et donc, on a commencé à créer des parcours vraiment basés sur le partage d'expériences, de témoignages, où des dirigeants vont pouvoir rencontrer d'autres dirigeants, mais aussi surtout des auxiliaires d'envie, des coachs de structures qui ont déjà adopté un modèle d'organisation inspiré de Buurtzorg. Et de fil en aiguille, ça s'est fortement développé. Aujourd'hui, c'est une association. Vous avez au moins une cinquantaine de structures qui sont en chemin
euh, de transformation de leur organisation, voilà, pour sortir, comme vous disiez, changement de paradigme, hein, passer d'un paradigme très tayloriste à un paradigme beaucoup plus subsidiaire, basé sur l'équipe autonome. Alors sans du tout que l'idée soit de calquer un modèle tout fait, c'est pas du tout l'idée, Oui. mais c'est vraiment une philosophie qui se résume assez bien à l'humain d'abord, de valoriser les professionnels, de les responsabiliser, de leur faire confiance. Et après, cette philosophie s'applique différemment selon les historiques, les ADN des différentes organisations. Et donc, ce collectif prend beaucoup d'ampleur. Euh, et au sein de ce collectif, on a aussi développé l'indice d'alignement humain Voilà. parce que finalement, on se rendait compte que une partie des raisons pour lesquelles le secteur était organisé de manière peut-être, selon un paradigme peut-être très tayloriste, c'était aussi qu'on avait une obsession de la mesure économique, de la rentabilité, qui en soi n'est pas une mauvaise chose parce qu'il faut bien que ça soit rentable, mais que peut-être elle prenait le pas sur d'autres, qu'elle nous entraînait à voir le métier d'une certaine manière, finalement, qu'il y avait un peu une dérive, qu'on s'était mis à voir l'humain que comme une variable d'ajustement, d'où le fait qu'on variabilise avec des temps partiels subis, des rémunérations très faibles, etc. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas un autre prisme pour contrebalancer ça, donc un autre indicateur c'est de dire, voilà, si plutôt que de chercher à changer la température, on va changer le thermomètre, comme ça ira encore plus vite. Et donc, on a créé l'indice d'alignement humain, qui est un questionnaire basé sur la pyramide de Maslow pour essayer d'évaluer à quel point les conditions, le cadre de travail aux auxiliaires de vie est en phase ou pas avec leur vocation, pour les raisons profondes pour lesquelles ils ou elles font ce métier, d'où l'idée d'alignement entre cette vocation et les conditions de travail. Et donc voilà, c'est un outil qui permet de voir finalement, est-ce que les cadres de travail que je propose répondent dans les différentes dimensions de la pyramide de Maslow. Donc c'est aussi bien des choses très concrètes, évidemment, comme la rémunération, les conditions de travail matérielles, mais aussi ça va jusqu'à la dimension sociale. Est-ce que le cadre que je fournis permet d'avoir une vie sociale épanouie au travail, c'est quelque chose de très important dans nos métiers. Et puis même la dimension vraiment estime de soi, participation à une cause, culture d'entreprise, etc. Donc, c'est très, très intéressant. Et voilà, ce n'est pas un outil pour dire si on est bon, si on est mauvais, c'est un outil pour progresser Oui. et voir dans quelle dimension insister ou pas dans les réflexions qu'on a sur son organisation. Et après, d'amener les actions correctrices pour permettre d'avoir finalement un épanouissement dans le travail. Exactement. Mais en tout cas, il y a 30 ou 40 structures qui l'utilisent aujourd'hui. Donc, on a été assez bluffé par le succès que ça a rencontré, que ça rencontre. Oui, parce que votre démarche est vraiment une démarche systémique. Votre entreprise, à l'envie, est actrice dans l'écosystème, mais en prenant en compte aussi les parties prenantes. Hein, de Oui, façon... effectivement, on cherche vraiment à avoir cette logique d'écosystème et ce qui est intéressant, c'est on essaye de la faire, généralement, ça part d'une logique très militante, authentique, de partage, finalement, crée beaucoup aussi d'opportunités pour développer de l'activité économique. Pas être dans le calcul permanent, mais dans la recherche d'une cohérence au niveau du projet de l'entreprise. Et finalement, cette cohérence attire, à mon avis, pas mal de gens qui sont en recherche de cohérence. Ben, la cohérence est inspirante. Hein. Ouais, et je pense voilà, il y a une forte attente de beaucoup de parties prenantes, que ce soit des clients entreprises, même des clients particuliers, de gens qui incarnent la cohérence. Donc, je pense que c'est un pari gagnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, on peut penser que faire ça, c'est se battre contre justement l'économique, c'est opposer les choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut faire des très belles aventures entrepreneuriales, de très beaux business basés sur cette recherche de cohérence et même quelque part même prendre les autres un peu à revers, ceux qui sont parfois pris dans des contradictions. Ouais. Alors, quelle est la prochaine étape ou rendez-vous pour Allons-y? Là, on a plein de projets en ce moment. Le premier, c'est qu'on a lancé une app, donc une app mobile d'e-learning qui est gratuite pour tous les professionnels du prendre soin avec des dizaines d'heures
de formation sur les dimensions, notamment la dimension humaine des métiers du prendre soin. Donc ça, c'est notre grosse actualité. Donc, il y a des formations gratuites. Après, elles pourront aussi déboucher sur des formations certifiantes qui seront, qui seront gratuites pour la personne formée, mais qui demanderont d'utiliser le compte professionnel de formation. Mais dans tous les cas, pour nous, c'était vraiment important, parce qu'on avait tous ces contenus, de pouvoir les donner en libre accès à un maximum de monde. Et donc ça, c'est Super. très intéressant. Et l'autre, voilà, c'est ça l'actualité principale. Guillaume, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre? Pourquoi est-ce qu'on est société à mission? Ah oui, tout à fait. Alors, pourquoi êtes-vous société à mission? Eh bien, parce que alors moi, on dit souvent que finalement, les constats qu'on fait chez À l'Envie sont faits par beaucoup de gens, ce qui est vrai. Ce qui nous singularise, c'est plutôt qu'on utilise une manière et aussi peut-être un cadre différent, un véhicule aussi différent des autres dans notre secteur, en tout cas, pour pousser nos projets. Parce que dans notre secteur, vous avez d'un côté des associations et de l'autre des entreprises, mais parfois qui ont une vision très classique, je dirais, de leur rôle et qui cherchent à faire de la rentabilité sans forcément chercher vraiment à équilibrer le social et l'économique dans leurs objectifs. Nous, on pense vraiment qu'une sorte de troisième voie d'une entreprise qui cherche à travailler pour l'ensemble des parties prenantes, Oui, voilà, les salariés, les bénéficiaires, les pouvoirs publics qui financent quand même beaucoup notre secteur, et les actionnaires, parce qu'ils sont importants aussi, oui, a beaucoup de sens. Et donc, la société à mission, c'est vraiment une évolution du cadre juridique de l'entreprise pour la mettre au service de l'ensemble de ses parties prenantes et pas uniquement des actionnaires. Et ça nous paraît extrêmement pertinent pour notre secteur. Nous, ça nous a permis de formaliser une raison d'être, des engagements des objectifs sociaux et environnementaux, de créer un comité de mission qui représente l'ensemble de nos parties prenantes. Et on le fait pour nous parce qu'on pense que ça nous fait du bien, ça nous force notamment vraiment à mesurer notre impact environnemental et social de manière très régulière, à avoir cette gouvernance qui nous challenge sur l'atteinte d'objectifs environnementaux et sociaux. Et au-delà de ça, on pense vraiment que l'ensemble de notre secteur devrait se doter de cet outil, que l'ensemble des organisations, en tous les cas lucratives, devraient être gérées sous la forme d'une société à mission, parce que ça paraît tellement logique qu'une entreprise qui travaille pour l'accompagnement des plus fragiles, qui sont solvabilisés par l'État, souvent en plus avec des financements qui viennent même des épargnants, quand on regarde bien français, parce que beaucoup de groupes, par exemple d'EHPAD ou de chaînes d'auxiliaires de vie sont financés par des fonds d'assurance vie ou autres qui viennent des épargnants français. Finalement, le citoyen est multipartie prenante de tous ces groupes et il n'y a aucune raison qu'il soit piloté au bénéfice d'une seule partie prenante qui serait l'actionnaire. Donc, il y a vraiment une démarche militante aussi qui est de pousser à la généralisation d'un nouveau cadre d'entreprise. Encore une fois, c'est pas une fin en soi, parce que je pense que le cadre d'entreprise ne va pas faire que les entreprises nécessairement vont se transformer. On croit vraiment à une approche, je dirais, holistique, qui oui, consiste à avoir un management qui responsabilise, bienveillant, humaniste d'un côté, une gouvernance au service de l'ensemble des parties prenantes, et aussi une mesure de l'impact qui ne regarde pas que l'économique, mais qui regarde l'impact social. On pense qu'avec ces trois dimensions, on peut progresser pour créer des entreprises plus contributives. Une seule de ces dimensions est sans doute pas suffisante, mais en tout cas, la gouvernance est un bon moyen, le statut de la qualité de société à mission, un bon moyen d'y aller. Et d'ailleurs, je suis très optimiste parce que je pense que ça va se généraliser rapidement dans notre secteur. Guillaume, un très grand merci. J'ai eu vraiment un très grand plaisir à vous écouter. J'espère que ceux qui vont nous écouter auront le même plaisir, partageront le même plaisir que moi. Et puis, peut-être un rendez-vous pour de nouvelles aventures, pour suivre finalement À l'Envie dans sa révolution collaborative et aussi contributive. Merci, j'étais ravi. Merci à vous. Merci beaucoup, Guillaume. Quels sont les repères que nous donne Guillaume pour passer d'une entreprise vue comme une mécanique à une entreprise vue comme un organisme vivant, apprenant et évolutif? Tout d'abord, les salariés. Comprendre leurs attentes, comprendre leurs besoins,
de reconnaissance, de valorisation, ce qui permettra de créer les conditions de leur réussite en développant leur potentiel, leur autonomie, leur créativité dans un dialogue permanent. 2 mots-clés sont importants dans le discours de Guillaume, l'inclusion et le lien. L'inclusion des parties prenantes, où chacun va prendre sa place pour apporter sa contribution au projet en créant les liens d'interaction, la qualité des liens d'interaction au service de cette raison d'être et aussi de sa mesure d'impact sociétal, environnemental. Et tout ceci en reliant l'humain et l'économie. Si vous voulez aller plus loin pour découvrir Guillaume, lisez ce petit livre qui est une merveille. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Et si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à bientôt.